Pour présenter une comptabilité qui respecte l'image fidèle, il est nécessaire de présenter une comptabilité qui soit régulière, c'est-à-dire qu'elle respecte les lois et règlements, et sincère, c'est-à-dire qu'elle soit faite de bonne foi, sans l'intention de tromper le lecteur des comptes. Pour qu'elle soit régulière, il est nécessaire qu'elle respecte les principes énoncés par le Code de commerce et le PCG. Ainsi, pour avoir une représentation fidèle du patrimoine de l'entité, il sera nécessaire de respecter l'ensemble des principes que nous allons énoncer. Commençons avec le premier principe, le principe d'indépendance des exercices, qu'on appelle aussi spécialisation des exercices. Selon ce principe, l'entreprise doit présenter dans ses comptes l'ensemble des charges et des produits qui concernent l'exercice, et donc qui se rattachent à l'exercice. Ainsi, le professionnel va devoir rechercher tout élément relatif à l'exercice et l'ajouter, et à l'inverse, extraire les éléments qui concernent l'exercice suivant. Ce principe, on le met souvent en œuvre grâce à l'utilisation des comptes de régularisation, notamment les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer, les produits à recevoir, les intérêts courus non échus. Toutes ces opérations permettent de respecter le principe d'indépendance des exercices, qui est un principe essentiel. Grâce à cela, nous retrouverons exclusivement les charges qui concernent l'exercice dans le compte de résultat. Ainsi, une charge de loyer qui irait de décembre N à janvier N+1, on fera en sorte de ne laisser que les charges qui concernent décembre, puisqu'elles concernent l'exercice N sur lequel nous travaillons, et on exclura les charges du mois de janvier. Deuxième principe, le principe de permanence des méthodes. La comptabilité française est dotée de nombreuses options comptables que le présentateur des comptes pourra choisir. Il faut savoir qu'une fois qu'une option est implémentée, il faudra s'y tenir les exercices suivants pour permettre une comparabilité d'une année à l'autre, pour permettre aussi d'avoir une lecture cohérente sur le temps. Et donc, il faudra maintenir les options qui auront été souscrites. Une exception est proposée si l'entité peut justifier d'un changement exceptionnel qui est intervenu dans sa situation ou dans le contexte économique ou industriel ou même financier, et que le changement de méthode comptable fournit une meilleure information financière. Ainsi, on pourra changer de méthode comptable et on devra le justifier en annexe, bien entendu. Cette justification fera l'objet d'une description qui va nous permettre de mesurer l'impact sur la comptabilité entre les exercices comptables. Suite à la mise à jour du PCG en 2024, toutes les comptabilités vont vivre un changement de méthode comptable, qui est lui imposé par la réglementation. Troisième principe, les coûts historiques. Ce principe retient que nous allons enregistrer les valeurs des biens et des actifs en valeur nominale, en valeur d'acquisition. La conséquence de ce principe est qu'un actif ne verra jamais sa valeur brute évoluer dans le temps, sauf exception qu'on verra en UE10. C'est pour cela que dans le bilan, vous avez 3 colonnes, notamment la première qui est la valeur brute, la deuxième qui sont les amortissements, dépréciations et provisions, et la troisième qui est la valeur nette. C'est bien la valeur brute qui ne changera jamais. Ainsi, lorsque je lis un bilan et que je lis la colonne brute, c'est la valeur d'acquisition de l'élément. Quatrième principe, le principe de non-compensation. Ce principe dit tout simplement qu'on ne peut pas compenser un poste d'actif avec un poste de passif. Je donne un exemple, j'ai un compte client X qui va me refacturer un élément exceptionnellement, et donc j'aurai un compte fournisseur aussi X. Il faudra bien séparer ces deux comptes. Il est essentiel de ne jamais les mettre dans le même compte. Par exemple, la facture d'achat exceptionnelle que j'ai envers mon fournisseur X qui serait dans le compte client. Ce n'est pas possible, il faudra qu'il y ait un compte client X, un compte fournisseur X, on ne compensera pas. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité financière. C'est la même chose pour les charges et les produits, on ne compensera pas les charges avec des produits ou inversement, on fera en sorte d'enregistrer les charges en tant que telles et les produits en tant que tels pour avoir encore une meilleure lisibilité et information financière. Cinquième principe, l'intangibilité du bilan d'ouverture.
Ce principe signifie que le bilan de clôture de l'exercice doit correspondre au bilan d'ouverture de l'exercice suivant. D'une année à l'autre, vous avez une clôture à effectuer et on va faire ce qu'on appelle les reports à nouveau qui vont être générés sur l'exercice suivant. Si vous travaillez déjà, en général, vous effectuez un contrôle de la balance d'ouverture et de la balance de clôture pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie qui se soit incrustée. Bien entendu, il n'y a pas que les anomalies qui peuvent poser problème. On a aussi des opérations, des fois, que l'on veut corriger et on va s'amuser à toucher à la balance d'ouverture. Ceci est interdit. Il est nécessaire d'avoir une égalité pure et simple entre le bilan de clôture et le bilan d'ouverture. Je vous rappelle que le bilan se reporte d'un exercice à l'autre, alors que le compte de résultat ne se reporte pas, il est remis à zéro à chaque fois. Ce principe nous amène à nous poser une petite question. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a une erreur ou une omission ? Eh bien, on ne touche pas au bilan d'ouverture, surtout pas, et on va enregistrer le produit ou la charge concernée dans l'exercice où on s'aperçoit de l'erreur ou de l'omission. Et donc, on ne touchera pas au bilan antérieur, rien du tout ne doit changer, les exercices antérieurs ne bougeront pas, et on effectuera la correction de l'omission ou de l'erreur dans l'exercice où on s'aperçoit de l'erreur. Le principe de prudence est un principe très important en comptabilité puisqu'il induit que le patrimoine doit être évalué de manière prudente. Ainsi, il faudra prendre en compte les possibilités de perte dès lors que celles-ci sont probables. A l'inverse, les probabilités de gain ne vont pas être comptabilisées s'ils sont incertains. On retiendra donc qu'une charge sera comptabilisée à partir du moment où elle est considérée comme probable, tandis qu'un produit n'est comptabilisé que s'il est certain. Lorsque je risque dans un procès de perdre le procès, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle donc une provision, car c'est une charge qui va être considérée comme probable. Je risque probablement de payer 20 000 € à la partie adverse, et bien là je pourrais passer une provision car elle est probable. A l'inverse, pour un produit, je suis susceptible de gagner un appel d'offres, je suis quasiment sûr, mais je n'ai pas encore gagné. Eh bien, je ne pourrai pas enregistrer le produit, j'attendrai que l'appel d'offres soit confirmé et bien sûr que la facture soit établie. Les charges sont enregistrées lorsqu'elles sont considérées comme étant probables, les produits lorsqu'ils sont certains. Septième principe, le principe de continuité d'exploitation. En application de ce principe, il va être considéré que l'entreprise prévoit de poursuivre son activité dans un avenir proche et de manière entre guillemets continue et infinie, sans avoir l'intention ou l'obligation de cesser l'exploitation ou de déposer le bilan. Si ce principe n'est pas respecté, dans telle ou telle situation, l'entité va être tenue de présenter ses comptes en valeur liquidative et de le mentionner en annexe pour que cette information soit bien prise en compte par le lecteur des comptes. Le principe de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est un principe plutôt récent qui signifie que on va accorder de l'importance à la représentation économique d'une situation, même si l'apparence juridique donne une autre lecture de cette situation. Ainsi, les transactions et les événements de la vie de l'entreprise doivent être enregistrés et présentés conformément à la nature et à la réalité financière et économique, sans forcément tenir compte uniquement de l'apparence juridique. En France, nous ne respectons pas encore totalement ce principe, puisque par exemple sur la notion de crédit bail, qui est le leasing ou la location, financement, pour l'instant, nous enregistrons encore en charge le crédit bail. Pourtant, lorsque l'on a un contrat de crédit bail, nous avons le contrôle de l'élément et donc on répond bien à la définition selon laquelle on est propriétaire, ou en tout cas on dispose bien du bien et que l'on peut enregistrer en IMO. Dans cette situation, c'est le juridique qui l'emporte sur l'économique. C'est quelque chose qui va sûrement changer dans le temps, on verra, mais sachez que l'objectif, en tout cas, est de faire en sorte que l'économique, la réalité économique l'emporte sur la vision juridique. On parlera aussi de prééminence du fond sur la forme. Dernier principe, le principe d'importance relative, qui signifie que seules les informations utiles et pertinentes sont nécessaires à l'établissement des documents de synthèse. Ainsi, l'annexe va comporter toutes les informations significatives sur la situation patrimoniale de l'entité et sur le résultat de l'entité.
Ces principes vont nous permettre d'obtenir la régularité en comptabilité, et cette régularité va nous permettre d'obtenir l'image fidèle, qui est l'objectif même de la comptabilité. Il est nécessaire de connaître tous ces principes, puisque vous êtes souvent interrogé à l'examen, que ce soit en UE9 ou même en UE10, et d'être capable de présenter ces principes en quelques lignes.